Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel car on y parlera produits de bourse avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse, Société Générale. Bonjour Léa, merci d'être avec nous. Au menu cette semaine, nous allons parler des dividendes, de IMCD, de Schneider, du Brent, de Valeo et de Getlink. Il ne me reste plus qu'à présenter nos invités assis autour de la table. Avec pour commencer Jean-Luc Huissac, trader pour compte propre, formateur, Perceval Finance. Bonjour Jean-Louis, merci d'être avec nous. Bonjour tout le monde. Dorian Badi, analyste meilleur taux placement. Bonjour Dorian, merci d'être avec nous. Bonjour Thibault. Mathieu Lebrun, spécialiste responsable de l'analyse technique au sein des publications Agora. Bonjour Mathieu et merci d'être avec nous. Alors on commence tout de suite avec la première rubrique, on refait la semaine. On refait la semaine avec, pour commencer, Dorian Abadi, meilleur taux placement. Vous allez nous parler des dividendes. En mai, c'est la saison des dividendes. Et là, beaucoup de choses à dire sur les dividendes. Pas mal de choses, effectivement. C'est la saison, vous l'avez dit. Ce n'est pas seulement le moment où on déclare ses revenus. C'est surtout, j'ai envie de dire, la saison de paiement des dividendes. Alors, on a le gestionnaire d'actifs, Janus Anderson, qui a publié un rapport très intéressant sur le sujet et qui nous dit globalement que le premier trimestre 2024 a été un nouveau record au niveau mondial avec 340 milliards de dollars versés aux actionnaires sous forme de dividendes. Tout le rapport en fait repose sur les 1200... Dans le monde, hein. Dans le monde, en sachant qu'en réalité, c'est 340 milliards. Sur ces 340 milliards, il y en a 180 qui proviennent des États-Unis et seulement 50 milliards de l'Europe. Ce total est en progression de 2,4% sur un an. Et la proportion européenne, elle, est en baisse de 20% sur un an. Alors dit comme ça, ça pourrait sembler inquiétant. En réalité, l'essentiel des entreprises européennes et singulièrement françaises versent au deuxième trimestre et non pas au premier. Donc pour le moment, on a les chiffres du premier trimestre, le deuxième n'étant pas encore. Oui, a priori, l'intégralité, la grande partie des dividendes sur le CAC 40 notamment, sont versés au mois de mai, donc au deuxième trimestre. On dit généralement de fin avril à mi-juin, on est en plein dedans. Au premier trimestre, la France n'a versé entre guillemets que 3 milliards sur un total annuel qui devrait être entre 68 et 70 milliards. Donc on voit bien que le gros effectivement de la saison des dividendes est en cours ou est à venir dans les tout prochains jours. Donc c'est un sujet crucial parce que c'est un nouveau record au premier trimestre. 2024 devrait également être une année record avec un global, un total mondial autour de 1700-1720 milliards en progression de près de 4% sur un an, en sachant que les 2 dernières années ont également été des records. Donc on a vraiment des entreprises qui chouchoutent leurs actionnaires, c'est le moins qu'on puisse dire, en sachant que ces chiffres-là ne se reposent que sur les 1200 premières capitalisations mondiales. Donc ça n'est pas parfaitement exhaustif, mais ça donne déjà une bonne tendance de fond. Est-ce qu'on a une corrélation entre le montant des dividendes et les résultats qui sont publiés? Ou est-ce que la part des dividendes est un peu plus importante pour des résultats équivalents? Alors, c'est très variable d'une entreprise à l'autre. Ce serait compliqué de faire une généralité. C'est très variable, d'autant que les dividendes sont un double tranchant. Dès l'instant où une entreprise baisse ses dividendes, elle est généralement très lourdement sanctionnée en bourse. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une notion que les téléspectateurs pourraient creuser. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle des aristocrates des dividendes. Alors, la définition varie beaucoup d'un pays à l'autre, mais globalement, c'est une grande entreprise qui a augmenté de manière continue ses dividendes sur les 25 dernières années. Donc, quand on établit une stratégie d'investissement sur les dividendes, souvent on vient investir sur ces grands noms-là avec le plus souvent une stratégie de réinvestissement tout ou partie des dividendes dans ces titres-là pour travailler, pour réinvestir ce qu'on appelle les intérêts composés. Sur le moyen et le long terme, effectivement, c'est une stratégie historiquement qui s'est révélée particulièrement payante. Alors les valeurs qui versent des gros dividendes, on appelle ça comment? Les aristocrates du dividende. D'accord, des valeurs de rendement, c'est ça? Des valeurs de rendement également. Alors, en opposition à d'autres types de valeurs comme les cycliques, les défensives, les cycliques qui vont suivre des cycles économiques, tout simplement. Les valeurs défensives qui, quel que soit l'état de l'économie nationale ou mondiale, vont plutôt bien résister. C'est le cas par exemple des entreprises dans la grande distribution, parce que quel que soit l'état de l'économie, on aura toujours besoin de faire nos courses, typiquement. Il y a des valeurs qui ne versent pas de dividendes, qu'on appelle plutôt des valeurs de croissance. Donc alors, des valeurs de croissance, c'est vrai, mais dans le rapport de Janus Anderson, il y a plusieurs éléments qui sont assez intéressants, notamment le fait que sectoriellement, au premier trimestre, on a d'abord eu les valeurs de la santé qui se sont vraiment distinguées, notamment Novo Nordisk en Europe, mais aussi justement les valeurs de croissance du secteur technologique. Au premier trimestre, on a notamment eu Meta, donc la maison mère de Facebook, Instagram, WhatsApp, qui a versé pour la première fois ses dividendes, un peu plus d'1 milliard de dollars. Côté chinois, Alibaba... Peu de choses. Peu de choses. Pour Meta, c'est peu de choses, mais c'est symbolique.
Côté Oui, chinois, c'est peut-être un nouveau mouvement, c'est-à-dire que les ouais, technos vont peut-être commencer à verser du dividende. c'est le cas. Vous avez Alibaba, donc le géant du e-commerce chinois également, qui a réalisé ses premiers versements de dividendes. Et un peu plus symbolique, Walt Disney qui a rétabli son dividende après l'avoir suspendu pendant le Covid. Est-ce que ce n'est pas aussi un signe que cet argent qui est versé aux actionnaires se fait pas au détriment, mais en tout cas en arbitrage d'un investissement dans de nouvelles Bien sûr. activités Bien sûr, parce que c'est toujours bon de rappeler que le dividende, c'est une portion des bénéfices d'une entreprise qu'elle verse à ses actionnaires pour les récompenser, les féliciter de leur fidélité, de la prise de risque aussi qu'ils prennent par définition en investissant dans les actions. Mais ça n'est pas le seul moyen de les féliciter. Il y a aussi donc les rachats d'actions qui devraient être aux alentours de 1100 à 1200 milliards de dollars. Donc en cumulé, on devrait être autour de 3000 milliards de dollars versés sous une forme ou une autre, dividendes ou rachats d'actions, cette année aux actionnaires au niveau mondial. L'Europe se distingue. Et la France est le pays le plus généreux en Europe en la matière, à nouveau, surtout au deuxième trimestre. Donc il y a plusieurs choses qui sont importantes, parce que tout ça, c'est très théorique. Pour la pratique, alors je vais prêcher évidemment pour ma paroisse, on a rédigé un guide d'investissement d'une 20aine de pages chez Meilleur Taux Placement qui est accessible à tout le monde, téléchargeable gratuitement. Et régulièrement, on rédige des articles sur le sujet. Le dernier date de novembre et le prochain sera dévoilé cette semaine, ce week-end, sur notre site et en newsletter. Concrètement, en fait, il y a deux grandes méthodes pour accéder à ces fameux dividendes. Soit ce qu'on appelle le stock picking, c'est-à-dire que je vais acheter du Total, je vais acheter du Carrefour, je vais faire ma propre allocation tout seul. Soit acheter des fonds d'investissement qui sont dédiés aux dividendes européens, mondiaux, peut-être ISR, c'est-à-dire les entreprises vertueuses, les fameuses de l'investissement socialement responsable. Et ces fonds-là peuvent être accessibles dès 50 € en réalité d'investissement sur certaines assurances vie, typiquement Meilleur Taux, Liberté Vie. Donc c'est réellement accessible à tout le monde. Il ne faut pas tomber dans ce stéréotype qui voudrait que les dividendes soient réservés à certaines grandes fortunes ou certains investisseurs fortunés. C'est vraiment accessible à tout le monde et en particulier si on adopte certaines stratégies que l'on détaille dans le guide et qui sont vraiment à la portée du bon père de famille. Très bien, merci beaucoup Dorian. On va passer à Jean-Louis qui s'est prêté à l'exercice d'une demande d'un de nos téléspectateurs sur une entreprise qui s'appelle IMCD, que vous ne connaissez pas forcément, mais vous êtes prêté à l'exercice et vous allez nous faire son analyse technique. Ouais. Jean-Louis, si vous le voulez bien. Tout à fait. Donc, c'est un des leaders mondiaux de la distribution de produits chimiques, de spécialités et d'ingrédients alimentaires. Alors, c'est vrai que je ne connaissais pas cette valeur. Elle est pas trop suivie. Enfin, je n'ai pas trouvé beaucoup de littérature dessus. On va dire que, bon, globalement, comme ça, sur l'approche fondamentale et de ce qu'elle fait, ça ne fait pas rêver. Bon, c'est une boîte solide, qui verse un petit dividende. Donc justement, on en parlait. Et ils ont annoncé leurs chiffres le 26 avril, là, ou le 25. Enfin, c'est le 26 qu'elle casse la figure assez fortement. Avec des volumes Alors, avec des volumes forts, mais avec une volatilité très forte. Et une réaction pas inintéressante, parce qu'elle a perdu jusqu'à quasi 11%. Elle finit à -5. Vous voyez, à la moitié, là, elle finit avec une bougie verte. C'est-à-dire, on finit plus haut qu'à l'ouverture, et bien sûr que le plus bas. Et donc, grosse redistribution des forces. C'est bien. C'est un signal que peut-être la baisse est stoppée. Et d'ailleurs, ça rebondit. Bon, évidemment, de le dire après coup, c'est plus facile, mais c'est une figure caractéristique d'une possible... Bon, on va s'arrêter là. Et elle se reprend. Mais on voit que les moyennes mobiles restent... là, j'ai mis, si vous voulez, la 21, la rouge. Elle reste baissière. On fait une dérive horizontale. Bon, les avis sont plutôt neutres. Il y a, je pense, dans ce genre de configuration-là, il n'y a pas d'achat immédiat, si vous voulez, qui s'impose. Ça, c'est sûr. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être l'acheter sur un petit repli, mais il ne faut pas non plus que ça baisse trop, parce que si ça baisse trop, ça va déclencher le signal d'une nouvelle impulsion baissière. Par exemple, sous 131, c'est pas bon. Là, il faut vraiment... Enfin, il faut ressortir pour essayer peut-être de le racheter plus bas si on y croit. Après, l'idée, c'est d'acheter, d'investir autour de 136. Vous voyez, c'est souvent... quand on veut que la valeur conserve un maximum de chances de rebondir, il ne faut pas qu'elle aille trop bas. Donc 136, c'est bien. C'est le point bas, vous voyez, février-mars. Donc c'est pas une dégradation forte pour la structure de prix, là. Et sinon, après, l'impulsion, évidemment, il faudrait que les moyennes se retournent bien
on pourrait avoir 146 franchis pour aller chercher à nouveau le 156. Mais vous voyez, on a une grosse dérive quand même qui dure depuis la fin de l'année dernière, et notamment le plus haut du début 2024. Les perspectives sont bonnes, mais il n'y a pas Rien de croissance à attendre. ouais. Voilà, il y a rien, elle ne fait pas rêver, comme je vous l'ai dit au départ. Donc 131, donc 136 peut-être première prise de position Voilà. potentielle, 131 validations. C'est pas bon. Hein. On remet peut-être une couche sur 145, c'est ça, quand on dépasse Et ou au-dessus pas de 146, Ouais. bah, à la limite, moi par exemple, si j'y croyais un peu, parce que ça dépend quand ça va se faire aussi. Si vous voulez, il y a le prix et il y a le timing. Si on y va dans 3 mois, oui, c'est moins d'intérêt. Ouais, d'accord. Donc, ce qu'on cherche en tant qu'investisseur, trader, c'est aussi un peu de dynamique. D'accord. Le temps est important, puisque à ce moment-là, il vaut mieux placer ses liquidités sans risque à un taux d'intérêt. Ah oui, en Il ce faut y moment, penser à ça. on est Il faut y d'accord. penser, c'est important. La comparaison, c'est à quel taux d'intérêt je peux placer mon argent sans risque. Oui. Si c'est pour attendre pendant... Pour avoir 4% sur un an sur un placement risqué, alors qu'on a 4% sur un an. Surtout, sur on les taux aura d'intérêt, c'est vrai que on aura c'est peut-être un plus 4% dans 6 mois, intéressant. et avec la vitesse des mouvements en bourse, ça peut se faire dans la journée. Quoi. Oui, bien sûr. Mais on ne sait pas quand est-ce que si ça va avoir lieu. Bon, moyen. Et puis après, l'idée, c'est d'aller chercher une vente vers les 155. Parfait. Merci pour cet exercice. J'espère qu'il aura plu à notre téléspectateur. Mathieu Lebrun, vous allez nous parler de Schneider. C'est Exactement. une entreprise qui vous a intéressé cette semaine. Pourquoi Alors, Pourquoi Schneider c'est une entreprise sur laquelle je me suis positionné à la vente. À la vente. Ouais, Très bien. à la vente. Donc en fait, depuis 1 mois et demi, 2 mois, schématiquement, étant donné la neutralité du CAC, je suis plutôt à la recherche de signaux d'essoufflement, de faiblesse pour vendre. Je vous en parle. Ça s'est pas confirmé. Ah, c'est bien, c'est intéressant Donc, et c'est ouais, honnête. voilà, après, Merci Mathieu. voilà, c'est aussi l'idée de montrer. Alors, ce qui est intéressant, enfin, je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé. C'est un trade que j'ai pris, que j'ai recommandé dans Agora Trading Lab, mon service. Donc en fait, et ce qui est marrant pour la petite anecdote, c'était je suis rentré en position consécutivement à la dernière émission que j'avais faite sur ce plateau. Donc voilà, c'est pour la petite anecdote en termes de timing. Et donc précisément, c'était sur, vous voyez la petite flèche rouge, en fait, on a eu une structure en avalement baissier qui s'est confirmée en fait le mercredi de la semaine dernière ou d'il y a 2 semaines de mémoire. Donc une bougie rouge qui est plus grande Voilà, qu'une petite c'est-à-dire bougie qu'on a verte. un titre qui couvre dans le vert et qui va clôturer au final dans le rouge. Et, donc ça, c'est des éléments que j'aime assez bien en analyse technique parce que surtout quand on a une progression antérieure, statistiquement, ça marque des zones d'hésitation à court terme, idéalement de top sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Là, ça a seulement duré 48 heures schématiquement. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'est qu'on avait une conjonction d'éléments. On avait d'une part, vous voyez, le report d'amplitude de l'ancien range. L'ancien range, c'est le rectangle bleuté qu'on voit sur le graphique. Et en fait, moi, j'avais une zone cible sur la valeur qui était évaluée à proximité des 240 €. Et donc, je sais, en fait, en tout cas, je l'avais dans mes screeners, quand on s'approchait de cette zone-là, j'allais surveiller typiquement les signaux d'essoufflement, tels que l'avalement baissier qui est apparu, du coup... alors, je n'ai pas la date précise en tête, mais donc j'avais une zone cible de résistance que je surveillais. Et quand on a eu ce signal d'essoufflement en séance qui tendait à se confirmer l'après-midi, moi je suis rentré sur des puts avec l'idée justement que ça allait marquer un top à proximité des 240 €. Alors ce qui était intéressant également, c'est qu'on avait dans le secteur industriel le pourquoi du comment l'avalement s'est formé, donc l'avalement baissier, donc l'ouverture en hausse et la clôture au plus bas, le titre devait prenait 1% à l'ouverture et avait fini à -1. C'est-à-dire quoi, c'est une publication de nouvelles ce jour-là? Exactement, c'est-à-dire qu'il y avait Siemens, l'allemand, l'homologue allemand dans le secteur industriel, qui avait publié et qui décrochait de 5%. Donc en fait, ce que j'aime bien, c'est justement en termes de prise de position, c'est quand on a un rapprochement dans le côté technique trading et le côté news flow fondamental. C'est-à-dire que quand j'ai un avalement ou un essoufflement sans raison ou sur lequel j'ai pas de news flow fondamental qui viendrait légitimer le signal graphique que je vois, je le tempère un petit peu. Mais pour le coup là, on avait Wall Street qui avait terminé en hausse et le CAC 40 qui restait faible, qui n'allait pas dépasser les 8250 points à l'époque.
avec du coup le secteur industriel qui était faible, le DAX notamment aussi avec l'effet Siemens. Donc il y avait vraiment des choses qui me plaisaient bien. Donc ce qui était intéressant, c'est que le vendredi matin, c'était le jeudi la dernière émission précisément, et donc le vendredi en fait la valeur perdait 2%. Alors moi j'étais sur un turbo en levier je crois 4-5, donc j'avais dès le vendredi midi, j'avais sécurisé ce que j'appelle une PBP, donc un plus 10% sur la moitié de ma pause. Comme ça, une PBP, une prise de bénéfice partiel, c'est-à-dire quand j'ai des choses qui vont à 10%. Prise de bénéfice, c'est l'acronyme pour prise de bénéfice partiel. Et donc après, en fait, ce que j'aimais bien, c'est qu'initialement, j'avais un stop à 9% pour ce que j'ai déjà dû vous expliquer dans d'autres émissions sur mon dérivé. L'idée, c'était si le titre devait franchir les 240 € en invalidation. Et derrière, en fait, vu que j'ai eu raison dès le lendemain matin même, j'aime assez bien revendre la moitié de ma position pour en fait conserver un solde et dans le pire des cas qui s'est passé, c'est-à-dire finir en léger gain ou flat, c'est-à-dire à l'équilibre, parce que ma PBP initiale finance le stop sur le solde de ma position, ce qui s'est passé puisque le titre est allé au final et est remonté sur ses sommets. Mais voilà, c'était vraiment pour... Vous êtes sorti ou vous êtes passé? Là, j'en ai plus. Alors, à l'instant T, j'ai des puts DAX, en fait, c'était toujours plus ou moins la même idée. Mais je suis sorti de Schneider, effectivement. Donc pour résumer, vous avez une tendance. Vous répliquez ce range de tendance à la hausse, vous regardez, ça vous définit une zone à 240, vous regardez ce qui se passe, c'est ça. S'il se passe quelque chose sur les 240 en termes de signal technique ou en termes de news flow, et ça génère votre... Avec en même temps le CAC 40 qui était faible, les indices européens qui étaient faibles, donc il y avait vraiment une conjonction d'éléments qui me faisait être assez convaincu d'une correction. Voilà. Prise de bénéfice partiel parce qu'un gain très rapide, qui sécurise finalement la neutralité de votre position globale si vous vous trompez. Exactement. C'est très clair. Mais l'indication, c'est vrai, est légère, il va le valider, je pense. Il y a deux choses. Il y a l'amplitude des bougies à ce moment-là, donc l'avalement baissier ne tient à pas grand-chose. Et avec les ponts du mois de mai, on a eu des volumes ce mois-ci qui sont ridicules. Famélique. Ouais. Ah oui, famélique. Non, mais moi, j'ai rarement vu ça. Ouais. On est tombé à des 1,8 milliard avec 900... 1,8 milliard par jour sur niveau combien 900 millions. On doit faire minimum, c'est 3 milliards. Ouais, c'est 3 milliards. On faisait souvent 2 et quelques. Quasiment 5. Non, on a eu des volumes extrêmement faibles. Et puis après, c'est vrai que là, je vous dis, la structure d'alerte, elle tient à pas grand-chose. C'est ça qui est toujours un peu gênant. Et avec les carnets d'ordre sont quand même assez vides. Et il y a une volatilité de la liquidité qui est très importante parce que personne n'a vraiment de conviction. On a des marchés qui sont à bout de souffle, manque d'idées, on se dit mais quel pourrait être le prochain catalyseur. C'est à la fois les ponts de mai, mais aussi peut-être pas beaucoup d'informations, d'incertitudes. Il y a beaucoup de choses qui vont dans le même sens et qui font que les investisseurs ils sont pas inquiets. De toute façon, on a tout vu, tout connu là, ces derniers mois, y compris 4 baisses des taux, ensuite même une hausse. Maintenant, ça va être, on ne sait plus, une baisse, mais pas loin des 4. Et n'empêche que le marché américain il est toujours plus haut. Donc voilà, mais c'est un manque de visibilité sur un catalyseur et de conviction pour investir sur ces niveaux de marché. Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose, Dorian ? On attend aussi les prochaines échéances. Déjà ce vendredi avec les chiffres de l'inflation tant attendus. États-Unis. Jeudi prochain, première baisse des taux européens, très attendue également. Ça, c'est votre pronostic, c'est le consensus. Je pense que je ne prends pas trop de risques en l'annonçant. Le vrai sujet, c'est savoir si derrière on en a une deuxième en juillet ou s'il faudra attendre septembre. Alors, vous allez voir que vendredi, il y aura du volume. Oui. Non pas parce que en fait, la voile implicite sur les options de vendredi, elle est très faible. Moi, ça m'a surpris. Je me suis dit, tiens, il n'y a même pas de hausse de vol. L'échéance journalière de vendredi, la volatilité est très faible. Alors, pour les États-Unis, normalement, il y a un pic de vol, si vous voulez, par rapport à... En fin de semaine, on était tombé à 9,5 là, de vol comme ça, sur des options à la monnaie. Non, ce qu'il y a le 31, ce qui va monter le volume, c'est tous les ajustements sur les fonds, sur tous les portefeuilles de fin de mois, sur les indices. Il y a parfois les indices à MSCI aussi qui... Tout un tas fin de mois, plus publication. Donc, normalement, vendredi, on devrait avoir un volume nettement supérieur. Même, moi, j'ai presque envie de prendre un pari, de dire... Pourquoi pas plus de 5 milliards, c'est possible. D'accord, on le note et puis on en reparlera. On va regarder. Dans 15 jours. Merci beaucoup Jean-Louis, merci Dorian, merci Mathieu. On va passer à la prochaine rubrique, le Zoom sur.
Le Zoom sur avec Léa Jézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale, produit de bourse qui va nous parler de quoi? Parler des discounts. Voilà, alors c'est pas les soldes, hein, je vous rassure, c'est pas les soldes. ça n'a rien à voir. Mais effectivement, c'est un produit dont on n'a jamais parlé sur ce plateau, qui fait partie de la famille des produits de bourse qu'on appelle la famille des produits de rendement. Et donc l'objectif de ces produits, c'est d'aller optimiser ce qu'on appelle le couple rendement-risque. Pas d'effet de levier sur ces produits-là? Pas d'effet de levier, absolument. Par rapport à un investissement direct sur le sous-jacent. Donc ça va vraiment être ça le comparable. Et donc on va investir sur ce type de produit sur un horizon plutôt moyen terme quand on a des anticipations de marché assez atones. Donc ça va être par exemple une faible baisse, une stabilité ou une hausse modérée. Ce ne sont pas des produits qui correspondent à un scénario directionnel de hausse ou de baisse très forte. C'est vraiment plutôt dans un scénario de marché où on ne sait pas trop ce qui va se passer. On va aller chercher justement à booster ce couple rendement-risque par rapport à juste investir sur le sous-jacent. Alors ça existe sur des actions, sur des indices, sur des métaux précieux et de l'énergie. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Quand on va acheter ces produits, on va les acheter en fait, d'où le nom discount, à un prix qui est légèrement inférieur au sous-jacent en tant que tel. Pour autant, à maturité, le produit va être remboursé du montant du sous-jacent. Donc en fait, on va finalement acheter un peu moins cher quelque chose qui potentiellement va performer comme le sous-jacent. Donc le prix à payer pour ce discount, ça va être que la performance va être capée. C'est-à-dire qu'on va profiter de la hausse du sous-jacent jusqu'à un certain seuil. Prenons un exemple. Si une action vaut 50, le discount va valoir, je raconte n'importe quoi, mais 48 ou 45. Et à maturité, si l'action vaut 50, le produit vaudra 50 aussi. Exactement. D'accord. Donc même en cas de stabilité, là, comme dans votre scénario, on va quand même avoir gagné 2. Par contre, si jamais, par exemple, sur ce produit hypothétique, le cap était à 55 et que le sous-jacent finissait à 56, vous ne serez remboursé que de 55. D'accord, c'est très Voilà. clair. Donc à chaque avantage, un inconvénient lié, et ce sont bien sûr des produits qui présentent un risque de perte du capital. Évidemment, si l'action descend à 40, on subit la perte en capital. Exactement. On est remboursé au niveau Voilà. de Sauf l'action. que les 2 de discount du début vous permettent d'avoir un coussin de sécurité. Vous aurez perdu moins que si vous aviez acheté Voilà, l'action en exactement. direct. C'est-à-dire- Ça ne donne pas droit au dividende. Oui. En fait, l'achat à 48 est un engagement ferme. C'est ça? C'est-à-dire qu'on est, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'investisseur, au lieu de payer 50 le sous-jacent, va paye le payer 48. il le paye. Il le Voilà. paiera, Oui, il le paye. Il le paye C'est à la l'investissement, C'est c'est ça, le ouais. montant de la prime investie par Ouais, non, l'investisseur. très bien. Voilà. Merci beaucoup Léa Jézéquel pour cette intervention et notre explication, une explication sur les discounts. Et maintenant, on va passer à la rubrique le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders, vous connaissez le principe si vous regardez l'émission. Chacun de nos invités assis autour de la table a 60 secondes précises pour décrire, convaincre les 2 autres invités que le scénario qu'ils vont expliquer en 60 secondes est un bon scénario et pour déterminer s'il y a trade ou pas trade. Alors on va commencer avec Dorian Abadi, meilleur taux placement. Vous allez commencer avec le Brent. Le Brent, oui, Alors vous êtes prêts ou pas? toujours, Vous êtes sûr? certain. Très bien. Alors on va mettre le chronomètre, c'est parti, 3, 2, 1, allez-y Dorian. Jeudi dernier, donc, on a émis une recommandation à l'achat sur le pétrole de la mer du Nord auprès de notre communauté. Concrètement, donc, on a acheté le baril à 82 $. Ce matin, on est sensiblement au-dessus de ce niveau-là, légèrement au-dessus de ce niveau-là. En réalité, on est rentré un tout petit peu en dessous, un stop loss à 77,20 et surtout un objectif à 86,81. Ça dégage 6% de potentiel de hausse qu'on a amplifié avec un effet de levier de 2 pour arriver à 12% avec un turbocall Société Générale. Et très concrètement, en fait, on vient viser la résistance la plus proche. On est venu buter sur un niveau bas, un support très intéressant pour acheter à bon compte le pétrole. On table sur une demande plus forte à l'été, notamment au niveau des États-Unis. On a d'ailleurs la réunion de l'OPEP+, qui va se tenir le 2 juin prochain. Et voilà, techniquement, un bon niveau de rachat, une résistance à viser et un potentiel intéressant. Voilà. Merci beaucoup Dorian. Alors Jean-Louis, Mathieu, trade ou pas trade? Jean-Louis, vous êtes favorable. Mathieu, vous n'êtes pas favorable. Allez-y, vous avez la parole. Alors comme Dorian le disait, il y a l'ALEA du coup dimanche prochain là, de la réunion. Après moi techniquement j'aime pas en fait l'absence de réaction au-delà des 84-85 $. C'est-à-dire que moi je l'avais acheté pas mal de fois et je m'attendais à chaque fois ce niveau des 84-85 $ avait tenu. Vous voyez, c'est le niveau horizontal, c'est en fait ce qu'on appelle une zone de polarité. Donc en fait quand on la dépasse, elle doit normalement servir de soutien. Et là l'impulsion qu'on a eue du coup sûrement fin avril, la cassure de cette zone ne me plaît guère et donc si c'est pas impossible qu'il y ait un petit sursaut, je serais plutôt moi chercher des ventes sur rebond que d'acheter le rebond
de manière directionnelle ici. Voilà. Très clair. Merci beaucoup Mathieu. Jean-Louis, vous êtes plutôt favorable à ce Sur le plan scénario? technique, c'est une zone support. Le niveau 81, là, à peu près, hein, c'est ça le point bas. 80-82, on va dire. En fait, le pétrole a baissé dans cette phase sur l'idée qu'on allait avoir un ralentissement économique, que ça allait pas repartir, etc. Et puis alors, maintenant, les chiffres montrent que la dynamique économique reste forte tout de même. Une hausse de la croissance prévue en Chine à 5%, j'ai vu ça ce matin. Ouais, alors, là, c'est un peu récent pour qu'on puisse avoir une interprétation sur les cours d'hier et d'avant-hier, mais oui, je pense que si on s'intéresse au pétrole, si on veut investir sur le pétrole, c'est le bon moment et le bon niveau de prix. Voilà, Très bien. c'est une bonne opportunité. Après, on peut toujours se dire, si on casse 80, je sors pour essayer de tenter de revenir plus bas. Bon, ok, ça c'est dans le trading, mais sur le plan investissement fondamental, prendre une position pour nous ramener, mais à court terme, on peut très facilement remonter vers 88. Voilà, Donc à ma droite, j'ai des gens qui achètent plutôt sur 81 et à ma gauche, j'ai quelqu'un qui vend Ouais. plutôt à 85. Donc C'est on peut ça, peut-être ouais. vous mettre d'accord. Hein. Bah après, il y a l'aléa géopolitique aussi, Voilà. parce que ça a rebondi avec Israël, etc. Et donc, entre l'Israël et l'OPEP dimanche, voilà, moi, c'est trop binaire pour moi, on va dire. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup Dorian pour ce pitch. Pas de droit de réponse. Ah ben pardon, allez-y. Allez-y, droit de Non, réponse évidemment. Qu'est-ce que vous répondriez à Mathieu? Alors, effectivement, on a émis beaucoup de recommandations par le passé à l'achat sur le pétrole lorsqu'on était en dessous des 80. Oui. Aujourd'hui, on attendait avec impatience de revenir sur ce niveau-là, inférieur à 80. On ne l'a pas eu et on a identifié ce niveau de support supérieur aux 80. Et je ne dirais pas jusqu'à dire qu'on s'est précipité sur les 81-50, mais c'est vrai que pour nous, c'est un gros niveau. D'un point de vue fondamental, effectivement, on a eu pas mal d'indications, pas seulement sur la Chine, mais aussi sur l'Europe, avec ce qu'on appelle les fameux PMI manufacturiers, et voilà, les indices, les indicateurs d'activité, les thermomètres de l'activité économique qui ont été plutôt robustes, notamment Directeur en d'achat. Allemagne. Ouais. Directeur d'achat. Et surtout, le gros point fondamental, c'est une demande croissante américaine pour cet été. C'est ça qu'on attend. Alors on rappelle pourquoi l'été, pourquoi les États-Unis, c'est la saison des grands voyages. Les gens prennent leur voiture, Exactement. ils font le plein et ils traversent les États-Unis. C'est ça. Hein. C'est exactement ça. Et on pense que raisonnablement, on peut aller chercher cet objectif légèrement inférieur au 87, en sachant que toutes nos opérations de court terme ont un horizon d'investissement de 1 mois. Donc si dans 1 mois, l'objectif n'est pas atteint, de toute façon, on clôturera l'opération certainement légèrement au-dessus du point d'entrée. Parfait, merci Dorian, c'est très clair. Vous aviez raison d'insister sur le droit de réponse. Vous avez ajouté des choses très intéressantes. On va passer à Jean-Louis. Jean-Louis Valéo. Vous êtes prêt, Jean-Louis? Oui. Toujours prêt, Jean-Louis. On va mettre le chronomètre. C'est parti. 3, 2, 1. Allez-y, Jean-Louis. Ah bien là également, c'est la recherche du bon prix pour rentrer. Donc le problème, c'est qu'on vient de monter juste à l'approche du support autour de 11 €. En fait, la valeur a beaucoup baissé et elle a digéré doucement sa mauvaise période. Et là, elle a déclenché un signal d'achat début mars. OK. Et on est allé faire ce qu'on appelle un double top et le deuxième un peu plus haut. Donc on reste, si vous voulez, dans une dynamique de reprise. C'est une valeur où les fondamentaux s'améliorent, ils ont moins de pression sur les marges, les analystes prévoient un dividende en forte augmentation pour 2025. On pourra approcher les 7-8. Donc je pense que c'est un bon niveau de prix pour s'intéresser et investir dans Valeo. 7-8%, pas 7-8 €, évidemment. Alors, Mathieu Lebrun, Dorian Abadi, qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, vous êtes taquin, Mathieu. Je savais. je m'attendais à ce- Allez-y, je vous en prie. Allez-y, non, mais c'est ce qu'on veut. Non, du coup, moi, c'est vrai que dans le secteur, on a un secteur automobile, à part des choses comme Renault peut-être, qui surperforment. C'est vrai que Valeo et tous les Plastic Omnium, ça a changé de nom, et voilà. Tout ce segment-là reste très faible, et étant donné le niveau du marché, je ne suis pas convaincu qu'on repasse les 13 € là, pendant le printemps. Donc, Vous pensez que les clients de Valeo ne sont pas... non, après, c'est vraiment le constat d'un titre vraiment faible où on a eu des rattrapages depuis plusieurs semaines sur des small et mid cap. Valeo, on n'a pas tellement profité et voilà, j'ai du mal à me dire que ça va être, en termes de saisonnalité, en plus, il
Il y a le côté sell in May and go away, où pour le coup, statistiquement, ce n'est pas les meilleurs timings pour investir. Donc, Ou en mai, vous partez en vacances, vous revenez en septembre? Schématiquement, c'est un peu l'idée. Je fais du livret A et voilà. Non, voilà. Après, moi, je passe mon tour sur Valeo. Très bien. Dorian, vous êtes plutôt favorable? Plutôt, alors c'est vrai qu'il y a le risque fondamental, effectivement, le secteur automobile européen n'est pas au mieux de sa forme, encore qu'on a quelques champions, Stellantis en particulier. Bon, si le scénario c'est d'avoir ce qu'on appelle un risk-reward serré, c'est-à-dire d'avoir un stop légèrement en dessous des 11, un take profit sous les 13, pourquoi pas? Il y a effectivement une configuration technique exploitable, intéressante. Jean-Louis avait présenté un peu le même type de scénario il y a un mois sur Alstom. C'est exactement ce genre de configuration que l'on vient chercher, c'est-à-dire acheter. Plutôt en réussite d'ailleurs sur le scénario. Oui, pour le coup, oui, parce que l'augmentation de capital a été beaucoup moins dilutive que prévu. Bon, il n'y a pas cette épée de Damoclès dans le cas de Valeo, mais c'est un peu ce genre de configuration que l'on vient tout de même chercher. Mais à nouveau, vraiment sur du court terme, parce qu'il me semble que c'est tout l'objectif de cette rubrique-là. Voilà. Très bien. Jean-Louis, un droit de réponse par rapport à ce que dit Mathieu? En fait, moi, ce que je vois, c'est que le consensus s'améliore. Ce que je recherche, si vous voulez, c'est à des niveaux de marché à 8000, c'est compliqué de trouver des opportunités. C'est sûr que le secteur n'est pas en forme, mais s'il était en forme, on ne serait pas à 11, évidemment, ça c'est évident. Donc, moi, ce que je cherche, c'est des valeurs qui, en effet, font l'objet d'un consensus en amélioration. Ça, c'est important quand même. Est-ce que ça fait suite à une publication de résultats qui a été meilleure qu'attendue ou pas? Est-ce qu'on est dans le post-earning drift dont vous parliez l'autre jour? Justement, grosse transmission de pensée. Les perspectives, si vous voulez, les objectifs de cours de ceux qui suivent la valeur sont au-dessus de 20, vous voyez, par exemple. D'accord. Potentiellement. Donc, il y a une marge de progression qui peut être considérable. Il y a un rendement qui va nous amener un parachute et qui est déjà un rendement important. qui va nous amener un parachute, donc une espèce de protection parce que le rendement est assez élevé. Il est déjà assez élevé. Les dividendes ont été versés ou non? Ils vont être versés? On n'a pas l'information. Sur les perspectives 2025. Ah oui, parce que le dividende va augmenter l'année prochaine. Ouais. Et je pense que, vous voyez, elle a beaucoup baissé cette valeur. C'est vrai que j'aurais pu mettre le graphique partant de plus loin, mais on aurait moins pu zoomer. Donc c'est pour moi un retournement potentiel qui peut nous amener sur des objectifs de prix très élevés. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Louis Cussac. On va passer à Mathieu Lebrun. Vos 60 secondes à vous. Je vais essayer vous allez mettre tout le monde d'accord. À mon avis, ça m'étonnerait. Mon petit doigt me dit que vos deux camarades vont se venger. On va mettre le chronomètre. Mathieu Lebrun, responsable d'analyse technique aux publications Agora. 3, 2, 1, c'est parti. Alors moi, effectivement, comme le disait Jean-Louis, je suis à la recherche de... Le premier constat, c'est que ce n'est pas forcément facile de trouver quoi acheter sur les niveaux de prix actuels. Donc là, je suis sur Getlink, c'est l'ex-Eurotunnel. Ce que j'aime bien, justement, ce que vous avez évoqué, Thibaut, c'est le côté post-earning drift, où, comme on le voit là, avec la petite flèche rouge et le petit rectangle bleuté, on avait un titre qui avait bien réagi sur sa publication. Ça, vous commencez à me connaître. C'est des choses que moi, j'aime bien, contrairement un petit peu par rapport à ce qu'avait dit Jean-Louis sur IMCD, là, où pour le coup, moi, il y avait eu un gros gap avec des gros volumes, sûrement post-publication. Donc ça, c'est vraiment des choses que moi, j'évite. Et donc, dans le cas de Getlink, on est sur un titre en tendance haussière. Schématiquement, c'est pas du Valeo, c'est-à-dire qu'on n'a pas un reward, à mon sens, de 40 ou 50%, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait une petite dérive haussière. En plus, on a effage au capital, donc un petit joker capitalistique, voilà, et un business plus défensif que des Merci HDR ou des beaucoup Mathieu. En 2 mots, post-earning drift, après la publication des résultats, les analystes revoient leurs analyses et leurs objectifs de cours et ne publient pas ces informations en même temps. Donc petit à petit, on a une publication d'un analyste qui dit qu'il relève son cours, etc. Et successivement, au fur et à mesure qu'ils mettent à jour leurs analyses, eh bien donc ça bénéficie, ces publications plutôt positives, en cas de résultats positifs, bénéficient dans les semaines ou les jours qui viennent au titre. C'est bien ça? J'ai rien à rajouter. Ah bah écoutez, merci beaucoup. Messieurs, trade ou pas trade? Petit oui, on va dire. Alors trade ou pas trade? Allez, très bien. Alors Jean-Louis, vous êtes contre? Ah, la vengeance. Non, mais Pas content de mon argument. en fait, C'est ça. sur le plan fondamental, ok, la valeur est plutôt recommandée, bon, il n'y a pas de problème. Mais sur le plan technique, j'ai envie de dire, il y a 50-50. C'est ça. C'est vraiment, dans une distribution de prix comme celle-ci, bon, ben, on est au milieu d'un canal, on va dire,
Donc c'est vraiment 50-50, c'est-à-dire que on a autant de probabilité d'aller chercher en effet le haut de la zone que d'aller chercher le bas. Donc si vous voulez, pour moi, c'est typiquement, on n'y va pas. Parce que même si on a envie, c'est basé sur quelle approche? Une approche qui nous dit rien. Donc on serait à la limite vers 15. Non mais on serait vers 15 par exemple. Je pourrais me raccrocher, et c'est le but d'un trader, notamment d'une approche technique, je me rapproche de quelque chose où là j'ai une ligne support que je vais pouvoir exploiter avec peut-être donc un achat au-dessus, une vente stop en dessous, mais là on est au milieu. Donc vous n'êtes pas d'accord, pas trade. Je n'achète pas. Ici. Il y a mieux à faire ailleurs. Valéo Très bien. par exemple. On se souvient de cette phrase. Il y a mieux à faire ailleurs. Ouais. Dorian. Effectivement, je partage la critique sur le 50-50 pour le dire autrement et reprendre le propos sur Valeo. C'est clair que là, le risk-reward est clairement pas idéal. On risque de perdre plus d'argent que le potentiel de gain. Donc, c'est pas optimal. Petit oui avec du coup un faible Alors, quels sont volume. les arguments positifs, Dorian? Il y a malgré tout ce potentiel. Moi, ce que j'aime Au-delà de la sympathie que vous avez pour Mathieu. Ce que j'aime beaucoup avoir, et c'est le cas du scénario ici, c'est un objectif qui a déjà été atteint. C'est le cas dans ce range-là. Je trouve qu'il est bien tracé. Finalement, le take profit nous permet de revenir sur les plus hauts de novembre, décembre 2023. Pourquoi pas? Mais avec de très faibles volumes. Effectivement, je pense là aussi qu'il y a certainement mieux à faire ailleurs. Mais je ne me verrais pas radicalement dire non, c'est sûr, il ne faut pas y aller. Une petite chance. D'où le 50-50. Mathieu, c'est parti, droit de réponse. Pour moi, c'est pas du 50-50 parce que pour le coup, on est en tendance haussière. Donc effectivement, l'idée, c'est quand on est en tendance haussière, on n'est pas sur du 50-50. C'est que schématiquement, pour faire simple, si vous achetez au milieu d'une tendance haussière, vous n'êtes pas à 50-50, vous avez plus de chances d'avoir un titre qui va continuer à relancer à la hausse que l'inverse. Et contrairement du coup, moi, à Valeo, ou pour le coup antérieurement, Valeo, effectivement, les objectifs, tout le consensus, il est à 20, voire 30 depuis X années, et sauf que ça baisse tout le temps. Donc en fait, typiquement dans le cas de Valeo, pour moi, on est genre sur du 50-50, mais avec un risque défavorable. Après, ce que je disais aussi, et là où je suis d'accord avec Jean-Louis pour le coup, c'est qu'on a plus d'upside, c'est-à-dire on a un plus gros reward potentiel sur Valeo si ça confirme. Mais là, pour moi, la probabilité de confirmer, elle est beaucoup plus faible que sur Getlink. Voilà. Très bien, merci. Sceptique, Jean-Louis? On va pas vous faire rebondir pendant 2 heures. Non, mais j'ai l'impression Dernier que acheter, c'est comment dire, on prend ses rêves pour les réalités, quoi. J'ai l'impression qu'on a envie d'y croire. On a l'impression que ça va bien se passer, mais Vous le sentez pas, on a compris. mais non, mais moi j'essaye de trouver à chaque fois, c'est prendre une décision en bourse entre la chance et un savoir-faire, c'est que le savoir-faire s'explique. Vous pouvez toujours expliquer pourquoi vous avez fait quelque chose. Quand c'est de la chance, c'est de la chance. Là, j'ai l'impression que c'est de la chance quelque part. On joue la chance, on joue ce que vous avez dit, c'est-à-dire une tendance haussière. Mais la tendance haussière, à 16, on y était déjà il y a des mois. Oui, en fait, on dérive légèrement vers le haut, mais ce n'est pas non plus une tendance très forte. C'est très clair. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la rubrique suivante, le quiz. Rubrique le quiz à vos marques, hein, le nom de la rubrique, avec Léa Jézéquel qui va nous parler de quoi? Du calendrier boursier, D'accord. les grandes tendances, les grands moments forts dans votre année en tant qu'investisseur, ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qui se passe à quel moment. Voilà, donc je suis sûre que ce quiz va vous paraître très facile pour vous qui êtes des experts, mais je suis sûre que nos auditeurs, va nos voir téléspectateurs vont C'est un quiz apprendre historique plein de choses. C'est historique ou c'est... Non, non, c'est pas historique. Enfin, il y a un peu d'historique, vous verrez. Allez, arrêtez de poser des questions. Première question, je vous rappelle le principe, vous attendez la fin des énoncés possibles avant de buzzer. Sur quelle période de l'année sont généralement versés le plus de dividendes pour les sociétés du CAC 40 ? S'agit-il de janvier, février, mars, avril, mai, juin ou juillet, août, septembre ? Jean-Louis Cussac. Jean-Louis. Dorian, il a déjà répondu. Tout le monde le sait, c'est 2.
Effectivement. Alors pour les sociétés françaises, tous les dividendes sont généralement versés entre avril, mai et juin. Ce qui est intéressant, c'est que sur certaines entreprises du CAC 40, il est possible d'avoir des versements en plusieurs fois sur l'année. Trimestriel. Effectivement, c'est quelque Trimestriel. chose qu'on sait moins. C'est notamment le cas dans le domaine de l'énergie où en fait on a une forte visibilité sur les revenus et où là on peut décider de splitter son dividende sur des Il y a de plus échéances en Pourquoi ils ne font pas tous trimestrielles. ça d'ailleurs tout Il y en ça a- alors, il y en a de plus en plus. Aux États-Unis, c'est courant. Mais en France, il y en a de plus en plus. Parce que c'est plus facile à rattraper un quart de dividende étalé sur plusieurs fois, plus qu'un dividende d'un coup. Ouais, ben c'est aussi dans l'esprit de fidéliser les actionnaires. Voilà, on répartit le. Quel est le côté négatif de le faire en 4 fois, par exemple, trimestriel? Pourquoi elles ne le font pas toutes? Est-ce qu'il y a que des- qu'administrativement, c'est plus compliqué pour les Ah, sociétés? peut-être. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Mais après, les décisions sont prises lors des assemblées générales. Et voilà, on dit on Son va habitude. distribuer. Et de trésorerie aussi. Historiquement, Exactement. on a toujours fait comme ça. Il y a la visibilité dont parlait Léa, mais au-delà de la périodicité, ce qui compte surtout, c'est évidemment la croissance du dividende. C'est surtout ça que l'on regarde. Le cas d'école, c'est évidemment total pour le paiement trimestriel et parfois même avec certains bonus, certains acomptes supplémentaires. Oui, mais le dividende, il est payé en mai pour l'activité, au titre de l'activité de l'année précédente, Absolument. Ouais. validé par l'Assemblée générale C'est des ça. actionnaires. Donc on dit l'Assemblée générale valide et peu de temps après, il y a le versement du dividende. Ouais. Pourquoi ce versement ne se fait pas en 4 fois? Question administrative, technique peut-être? On y reviendra. Bonne question. On y reviendra. Bonne question. Deuxième question, Léa. Deuxième question. À quoi correspondent les journées des 4 sorcières en bourse? S'agit-il des 3e vendredis de chaque mois, des 4 pires journées dans l'histoire de Wall Street ou des 3e vendredis des derniers mois de chaque trimestre? La 3. Dorian, Effectivement, c'est bien la 3. Bravo vous avez failli Dorian. casser votre buzzer. Oui. Donc ces 4 sorcières, les Quadruple Witching Day nous viennent de Wall Street. Et c'est une période effectivement bien particulière qui est très regardée en bourse. Pourquoi? Ils ont lieu les 3e vendredis de chaque trimestre, donc en mars, juin, septembre et décembre. Et en fait, c'est parce que les produits dérivés expirent à cette date-là. Et sur ces 4 sorcières, on va avoir l'expiration des options et des contrats à terme sur actions et sur futures. Donc ça fait 4 grosses expirations. Mais il existe aussi la journée des 3 sorcières, qui elle se produit chaque mois, donc c'est la différence entre les 3 et les 4 sorcières, et c'est toujours le 3e vendredi de chaque mois. Et donc ce qu'on a en moins sur les 3 sorcières par rapport aux 4 sorcières, c'est que les contrats à terme sur action n'ont qu'une échéance, elles, qui sont trimestrielles. Du coup, c'est ce qui, c'est la différence entre ces deux journées. Ça peut venir assez tôt dans le mois finalement. 3e vendredi, ça peut être le 16 ou le 15. Effectivement. Ok, très Généralement, bien. on a un petit rebond de volatilité à cette occasion-là. Maintenant, c'est tout le temps les 4 sorcières. Il y a tout le temps des. Non, mais c'est vrai. Il y a de toute Partout, façon, il y en a ces de plus en- sorcières. il y en a de plus en plus, de toute façon, des contrats qui Sorcières, arrivent à oui, il y en a échéance. beaucoup. Et on met des échéances à toutes les semaines. Oui, il voit des sorcières partout. C'est Oui, très mais- bien. Au bûcher. Troisième question. C'est un peu ancien. Enfin, bon. Troisième question. Un point pour Jean-Louis, un point pour Dorian. Quel est en moyenne le plus mauvais mois boursier de l'année? S'agit-il de septembre, octobre ou août? Oh, ça sent le pif. Jean-Louis. Non, parce que c'est octobre, les crashs. On va voir s'il y a le Donc, métier. les crashs, c'est souvent en octobre. Après, l'août, c'est souvent pas terrible, c'est vrai. Ouais, moi, je vais dire octobre, parce que c'est là que. Non. Ouais, donc, c'est août. Dorian. Septembre. Effectivement. J'aurais pris aussi septembre. Mais j'aurais eu le même raisonnement que Jean-Louis, Non, j'aurais dit mais- octobre. Alors vous verrez, l'autre question rebondira C'est- un peu sur ce qu'a dit Jean-Louis. Mais alors, le mois de septembre, c'est le pire mois de boursier. Pourquoi? Un repli moyen de 1,51% pour J'allais dire, il se le passe CAC. rien. Ouais. Et 1,1% pour le S&P depuis la création de ces indices jusqu'à 2022. Donc il y a quand même une large période qui est étudiée. Et en fait, on considère que cette faible performance coïncide un peu avec la rentrée, le fait que certaines personnes remettent à jour leur portefeuille, prennent leurs bénéfices et se disent finalement c'est la rentrée, on a plein de frais, on va plutôt cleaner un petit peu nos portefeuilles boursiers avant de repartir sur une nouvelle page. Et curieusement, le mois de juillet, lui, est le meilleur mois boursier de l'année, avec un gain moyen de 1,7% pour le S&P. Alors Céline May, go away, visiblement, Bah, come back in July. Ah ouais, Céline July. Ouais. Non mais ça donne beaucoup de mesures sur ces proverbes qui parfois ne sont Bah, pas fondés sur après, des ils sont réalités trop anciens. statistiques. Ouais, après moi, en fait, empiriquement, quand on a quand même vraiment pas mal progressé sur les 5-6 premiers mois de l'année,
Généralement, c'est des choses que j'ai souvent constatées. Alors après, je n'ai pas backtesté la chose sur 50 ans. Mais après, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des années, quand on est au Covid et que le CAC dévisse de 40%, on arrive en avril, effectivement, le sell in May and go away. Il y a peu de chance. Enfin, voilà, ça n'a pas de sens. Tout ça pour dire, il y a des contextes variants, on va dire. Oui. Après, sur les martingales n'existent pas en l'idée du bourse. plus mauvais mois boursier, c'est septembre, c'est le mois où il ne se passe rien. Donc, est-ce que c'est ça le plus mauvais mois, ou est-ce que c'est un mois où la volatilité est parfois extrêmement perturbante, comme en octobre, justement, où on a eu des crashs historiques à plusieurs reprises, parfois des volatilités très importantes, avec donc, entre guillemets, des drawdowns pour les portefeuilles extrêmement forts, même si à la fin, ça peut bien finir, si vous voulez. Mais voilà, le plus mauvais mois, ça dépend des traders aussi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au mois de septembre, quand il ne se passe rien, pour un trader actif, c'est un mauvais mois. Ça fait partie des 4 mois où il n'y a pas de publication de donc résultats. c'est- Mars, c'est- juin, septembre, décembre, il n'y a pas de publication. Ouais. Donc c'est des mois peut-être un peu Puis plus calmes en septembre, termes c'est de un mois, volatilité. si vous voulez, de rentrée. Alors les sociétés de gestion font des réunions, ils prennent leur temps, ils réorganisent un peu les choses, ils disent voilà, stratégie. les portefeuilles, comment on va travailler la fin de l'année, etc. quoi. 2 points pour Dorian, 1 point pour Jean-Louis, 0 pour Mathieu. Mathieu, vous avez encore le votre moment. chance, c'est parti. 4. Deuxième question. Qu'est-ce que le October Effect? Voilà, on en vient après avoir fait septembre, on en vient à octobre. Est-ce la tendance des investisseurs à spéculer à la hausse au cours de ce mois, l'idée que le marché est le moins performant sur ce mois de l'année, ou un montant de dividende moyen plus élevé au cours de ce mois? La 2. Oui, bravo Dorian, effectivement. Alors l'effet octobre, ça fait D'où la réponse de référence Jean-Louis. justement Ah oui. à la croyance selon laquelle les marchés ont tendance à baisser au cours du mois d'octobre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu tous ces cracks boursiers au mois d'octobre. Alors, on retrouve la panique de 1907, le jeudi noir de 1929, le lundi noir de 1987. Tout ça, c'était en octobre. Mais si on regarde les faits, c'est plus une croyance qu'une réalité, puisqu'en fait, on a fait une étude et que l'indice S&P, en octobre, a connu le plus de variations de 1% au plus qu'au cours de n'importe quel autre mois de l'histoire. Donc effectivement, il est plus volatile, mais pour autant, il n'est pas plus baissier qu'un mois. Encore une C'est fois, vraiment méfiez-vous une des croyance. martingales. Très bien, 5e question, 3 points pour Dorian. Vous êtes imbattable aujourd'hui. On va Comme voir si d'habitude. quelqu'un vous rattrape un petit peu sur la... Comme d'habitude. On va y aller. Doucement. On va fermer. 5e question. À quelle fréquence la composition du CAC 40 est-elle mise à jour? Est-ce annuellement, trimestriellement ou mensuellement? Dorian, c'est... C'est normal. Jean-Louis, je pensais que vous l'aviez, celle-là. Parce que Dorian, on va répondre d'abord. Normalement, c'est la 1, mais je crois que c'est 2 fois par an que le comité se Ah, faut se décider, Ouais, Dorian. La 1. non, mais Non. Bah, Deux, j'aurais alors. dit semestriellement. 2 pour... Deux pour moi. Oui, c'est Mathieu. ça, trimestriellement. Effectivement. Donc, c'est quatre. La composition du CAC, elle est mise ah oui, à... il fallait rappeler. S'il vous plaît. Elle est mise à jour trimestriellement par un comité d'experts qu'on appelle le Conseil scientifique des indices. Ok. Et en fait, le but, c'est que l'indice soit représentatif du flottant et de la capitalisation de chaque société. Et en général, quand une entreprise du CAC 40 sort du CAC, elle est remplacée par une entreprise du CAC Next. Là, il y a la 3 qui s'affiche D'où- en bonne réponse. D'ailleurs, Non, mais- Dorian. d'où l'intérêt des ETF. Alors, c'est vrai, moi, je pensais que c'était effectivement 2 fois au lieu de 4, mais il y a un côté très darwinien, du coup, dans les indices boursiers, parce qu'à cette occasion-là, on enlève les maillons faibles et on fait rentrer des maillons forts. Donc, d'où l'intérêt des ETF, c'est que finalement, on se retrouve toujours à investir sur un indice qui n'est jamais le même. Le CAC il y a 10 ans n'était pas le CAC d'aujourd'hui. Mais on se retrouve toujours à investir sur les champions, les maillons forts de tel pays, telle zone, tel secteur. Et- Merci. Je le saurais, donc c'est 4 fois. Victoire de Dorian. Jean-Louis, vous aviez... Non, mais- Ah, d'ailleurs, il y a une erreur, c'est pas Oui, mensuellement. oui, il y a alors, une c'est erreur sur le quiz, on va trimestriellement, corriger. c'est Non, mais en plus, trimestriellement. parce que la composition du CAC, elle peut ne pas bouger. Bien Elle sûr. peut, bien sûr, c'est la revue. Bien C'est sûr. la revue. Bien Il y a un sûr. conseil scientifique qui Ah se oui, réunit et donc, qui dit on bouge ou on bouge La pas. composition, elle n'est pas mise à jour. Enfin, pour moi. Ah, encore un Ah. débat sur le wording de la Non, parce que question, mais là non, je mais vous rejoins. J'avoue que je comprenais pas trop l'histoire parce qu'il peut ne pas bouger Oui, pendant 3 mais la mois. mise à jour de dire est-ce Ouais. qu'il y a un changement ou pas. Mais Après, c'est ça, on fait un état des lieux. Pour info, la composition du CAC, elle est mise à jour en permanence de par la pondération des sociétés qui Il y a autre changent. chose. bien Oui, sûr. mais les- Aussi, non mais voilà. Les composants sont les mêmes. Mais sa composition, non. Voilà. La pondération, oui, sa composition, non. Merci à tous pour cette émission, c'était très intéressant. Je tiens à rappeler aussi que vous êtes plus de 200 000 à nous regarder régulièrement, notamment sur la dernière émission. Merci infiniment pour votre fidélité. Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur vous à chaque émission. Je rappelle également que vous pouvez nous demander d'analyser un titre. Nos invités seront ravis de le faire pendant l'émission. Merci à vous et à la prochaine fois.